je sais qu'à l'école normale, on a fait quelque chose, on réclamait une réforme du bac. On connaît un peu mieux ce soir les contours du baccalauréat nouveau, celui de 1995. Le mot d'ordre, c'est simplification. Réforme du lycée, deuxième. Nicolas Sarkozy a présenté ce matin sa nouvelle copie. Tout au long de l'année dernière, nous avons élaboré la réforme du lycée avec les représentants des lycéens et les organisations représentatives. Le système actuel ne donne pas satisfaction dans la façon dont il prépare nos élèves à l'univers post-bac. Avec une baisse de moyens, c'est impossible de mieux s'occuper des élèves. Alors ce qui est intéressant, c'est la fin des séries générales telles qu'elles existaient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien que les séries S, E, S, L atteignaient leurs limites dans la mesure où on était sur à la fois une filière d'excellence que représentait la série S, qui permettait à tout élève, même s'il n'était pas du tout scientifique, de poursuivre cette série-là, quitte à faire d'autres choses après. Donc on sort de ce schéma-là où on avait une série absolue où il fallait être, avec des filières de relégation, entre guillemets, qui avaient moins le prestige de la série S. C'est comme ça que c'était vécu par beaucoup d'élèves, mais aussi surtout beaucoup de familles. Il était important, à notre sens, de sortir de cette logique de hiérarchie entre les filières pour arriver à quelque chose de plus modulaire, où on a des jeunes qui feraient vraiment des choix. Tout le monde voulait sortir en fait, de ce carcan en fait, des filières, qui était très confortable pour nous, parents, et aussi pour les enfants, parce qu'en fait, il n'y avait pas trop à réfléchir. Mais malheureusement, on se retrouvait après avec des taux d'échec très importants en faculté, et aussi des jeunes qui se retrouvaient dans des filières sans avoir réfléchi, et qui au final ne savaient pas quoi faire et se demandaient pourquoi. Le constat, en tout cas notre constat de départ, c'est bien celui de la difficulté à bien préparer nos élèves au post-bac, parce que très centré sur l'examen. C'est pour ça qu'on appelait de nos voeux surtout la réforme du baccalauréat, parce que c'était devenu, en tout cas, le bac est devenu une institution très complexe et très lourde à organiser, sur laquelle on focalisait essentiellement notre attention quand on était au lycée. Donc je suis lycéen, je passe mon temps à préparer l'examen, je suis enseignant, je passe mon temps, en tout cas une grosse partie de mon temps, à préparer mes élèves à l'examen. Donc cette capacité à pouvoir se décentrer de la préparation à l'examen au bénéfice d'une préparation à la poursuite d'études, c'est quelque chose qui, selon nous, peut être vraiment intéressante. Donc voilà. Je pense qu'il faut qu'on avance. Donc le système actuel ne donne pas satisfaction dans la façon dont il prépare nos élèves à l'univers post-bac. C'est quand même 40% de réussite uniquement en L1. C'est-à-dire qu'on a 60% de nos élèves qui échouent en première année de licence. Ça, c'est quand même un chiffre qui est extrêmement marquant. Si on pouvait être d'accord avec l'esprit de la réforme du bac et du lycée au début, on a un énorme souci pour l'UNSA avec les programmes qui sont proposés par le Conseil supérieur des programmes. On devrait préparer les élèves à l'enseignement supérieur, mais dans ces programmes qui sont proposés, il n'y a pas d'approche par compétence. Par exemple, on ne réfléchit pas au travail en groupe des élèves, au travail en autonomie des élèves, on ne réfléchit pas à l'esprit critique des élèves. Donc bon, pour réussir dans l'enseignement supérieur, ça me semble très embêtant. Par exemple, on parle dans les programmes d'histoire-géographie d'une parole du professeur qui doit être au centre du programme. Pour nous, c'est plutôt le travail de l'élève qui doit être au centre du programme. Donc on a un souci avec des programmes trop cloisonnés, trop disciplinaires. Aucun programme n'a un lien avec un programme d'une autre discipline. La deuxième chose, c'est qu'on a une carte des spécialités. On doit choisir 2 spécialités pour le bac. Et on a une carte des spécialités qui fait que le territoire n'est pas très bien couvert. C'est-à-dire que dans certains endroits, on ne peut pas accéder à numérique et sciences informatiques, ou on ne peut pas accéder à langue et culture de l'Antiquité. Et cette question territoriale est très importante pour nous. À la base, c'est une bonne idée d'essayer de mettre des spécialités pour diversifier les choix. Et ce qu'on reproche, c'est qu'au niveau de ces spécialités, il y en a 12, mais en moyenne, il n'y en a que 7 par établissement. Et c'est la moyenne, c'est-à-dire que si on va dans des lycées parisiens, lyonnais, marseillais, on va avoir les 12 spécialités, mais si on va dans les lycées plus régionaux, on va en avoir 2 ou 3, et là, pour ces élèves-là de ces lycées, ça ne change strictement rien au système actuel. Si on vient d'une grande ville, on aura un libre choix et on pourra profiter vraiment de ce que peut apporter cette réforme. Alors que si on vient d'une campagne ou dans des villes plus petites, on va être délaissé.
Le problème, en fait, c'est qu'il y a deux enjeux. Hein. Il y a la question des ressources humaines, qu'on ne peut pas déplacer comme ça dans toute la France, qui est celle des enseignants. Et il y a la question des choix des élèves. Et ensuite, il y a une troisième question, en fait, c'est la question des inégalités entre les territoires. Nous, par exemple, on aurait voulu que les établissements de banlieue, les établissements des quartiers prioritaires, aient plus de spécialités rares. Et là, on se rend compte qu'en fait, le ministère a quand même laissé beaucoup de spécialités dans les lycées de centre-ville un peu prestigieux. On a des académies dans lesquelles tout se passe bien, parce que par exemple, à Lille, on a calculé les moyens en donnant un peu plus aux établissements qui avaient peu d'élèves qu'aux établissements qui en avaient beaucoup. Et après, on a des retours. J'ai un établissement à la Martinique, par exemple, où il n'y a que 60 élèves en première, et où là, ils n'auront accès qu'à un petit nombre de spécialités. Je crois qu'à 5 spécialités. Donc ça limitera un peu leur champ des possibles, quand même. Moi, nous, de ce qu'on constate, la réforme n'accroît pas les inégalités territoriales, puisque ces inégalités territoriales existaient. Les spécialités, par exemple, sciences du numérique, qui existaient déjà en terminale ici, elles n'étaient offertes quasiment nulle part. Alors oui, elle était offerte dans le 16e, elle était offerte dans le 15e, à Paris, dans les grandes villes, mais elle n'était pas offerte autre part. Ce qui se passe, et ce qui est intéressant, c'est que cette réforme, par contre, met le doigt sur les inégalités. Et maintenant, on doit lutter réellement contre les inégalités et essayer d'offrir partout la même offre à tous les jeunes, et ça, c'est une grande partie du contrat républicain. On sait que dans 92% des lycées de France, les 7 spécialités classiques, on va dire, sont proposées. Après, il y en a plus que 7. Il y en a potentiellement 11 dans les lycées publics qui ne sont pas des lycées agricoles, parce qu'il y en a une qui est spécifique lycée agricole. Il y en a qui en ont 7, qui en ont 8, qui en ont 9, qui en ont jusqu'à 11. Et la carte des spécialités a été arrêtée par chaque recteur dans son académie. Donc oui, toutes les spécialités n'existent pas dans tous les lycées, mais ni plus ni moins qu'avant. On a vraiment ces 7 spécialités qui sont des spécialités courantes, classiques, qui doivent, à mon sens, effectivement se retrouver partout. Et puis on a des spécialités beaucoup plus qui étaient déjà peu représentées dans les établissements, qui vont s'implanter là où elles étaient déjà globalement implantées. Je prends l'exemple de art, on avait ici théâtre, eh bien on a la spécialité art-théâtre qui est proposée dans cet établissement, parce qu'elle correspond à une identité de l'établissement, qu'elle a été proposée, demandée par l'équipe de direction et validée par le rectorat. Donc il y a des histoires d'établissements qui font que des établissements ont proposé des spécialités, les ont obtenues et vont poursuivre. Et puis il y a aussi l'intérêt de partage de ces spécialités sur un territoire pour garder des pôles d'attractivité et des spécificités d'établissement. Et donc on se répartit aussi les spécialités en fonction des compétences et des colorations d'établissements qu'on avait déjà auparavant, en étendant potentiellement la carte, mais pas forcément. Donc, soit parce qu'elle ne correspond pas à une coloration d'établissement historique, soit parce qu'elle n'est pas forcément énormément demandée et qu'elle ne le sera pas plus qu'elle ne l'était jusqu'à présent, si on parle des spécialités qui ressemblent à celles qu'on avait avant. La question, c'est quel impact ça aura sur la poursuite d'études, encore une fois. Donc, et si je ne peux pas prendre telle spécialité dans mon établissement, est-ce que ça a une incidence sur ma poursuite d'études ? Et si je ne peux pas prendre telle spécialité dans mon établissement parce qu'il ne le propose pas, est-ce que je vais pouvoir changer d'établissement ? Ça, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on apporte des réponses, effectivement. Donc, à chaque fois qu'il y a de la nouveauté, l'éducation nationale est en général inquiète à travers ses personnels parce qu'on ne sait pas comment ça va fonctionner, on ne savait pas si on va mieux fonctionner ou moins bien fonctionner. Je pense qu'il faut le tester pour en tirer un premier bilan. Et puis pour faire évoluer la matrice. Pourquoi reculer ? On est en ordre de marche, tout est enclenché pour, les conditions sont réunies. Maintenant, on a une opposition, comme on a une opposition à chaque fois qu'il y a une réforme. Donc, parce qu'il y a une opposition, il faudrait s'arrêter de modifier quoi que ce soit dans le système. Dans ce cas-là, on ne change rien, et jamais rien.